Bonjour à tous et toutes. Moi, c'est Jean-Pierrot Riplanti et je vous présente, je suis accompagnateur BDF de l'entreprise Switch, de la cité éducative Paul Voyant-Couturier, un groupe scolaire et plus, avec la ville de Cachy-sous-Bois dans le 93. Euh, hop. On passe sur la totalité de l'équipe parce qu'il y a plein de mots. Mais en gros, la maîtrise d'ouvrage, c'est la ville de Clichy-sous-Bois avec des AMO en partie qui sont là depuis le début du programme et avec des missions assez étonnantes. Et l'architecte mandataire, c'est l'agence d'Etmar Fechtinger avec OTIS comme bureau pluridisciplinaire et environnement qui est présent, avec d'autres bureaux d'études qui sont présents, on ne va pas tous les lister, et l'entreprise 3G, le groupe l'entreprise 3G Construction est le mandataire et est représenté ici sur place également. Donc on voit bien, il y a Alexandre de la ville de Clichy, il y a moi-même avec un gros zoom, il y a Sylvia des Fichtinger Architectes, il y a Martin d'OTIS, il y a Aziz et Yazim du groupe 3G. Hop. Et on va pas lire le sommaire parce qu'on n'aura pas le temps, mais on va vous dire tout ça. Et je passe la parole à Alexandre qui vous explique la partie maîtrise d'ouvrage. Merci Jean-Pierrot. Bonsoir à toutes et à tous. Alexandre Chek, donc je suis chargé d'opération à la ville de Clichy-sous-Bois et je m'occupe du suivi de ce projet de cité éducative Paul Vaillant-Couturier. Alors pour commencer, donc la ville de Clichy-sous-Bois, c'est une commune de 30 000 habitants qui est au nord-est de Paris et qui est une commune qui est désenclavée depuis l'arrivée du T4 et bientôt la ligne 16 du Grand Paris Express. Et c'est une commune qui est marquée par une grande précarité et aussi une population très jeune. Donc voilà, il y a un fort enjeu social et éducatif sur cette commune. Alors, la cité éducative, c'est l'équipement phare de la ZAC du Bas-Clichy. Donc c'est une ZAC qui est aménagée par l'EPFIF et Grand Paris Aménagement depuis 2018. Et donc c'est un projet qui est financé par l'ANRU 2 dans le cadre de l'ORCODIN, donc l'opération de requalification des copropriétés dégradées depuis 2015. Et donc c'est une très grosse transformation urbaine avec comme objectif de bâtir des logements sains et les équipements associés, donc cette cité éducative, et de retrouver une polarité, un centre-ville. Et il y a aussi, dans un quartier en transformation aussi majeur, un enjeu mémoriel voilà, pour trouver de la continuité dans la pratique et l'habitat de la ville. Et donc il y a aussi des contraintes de planning particulières liées à l'aménagement de la ZAC. Donc le projet il s'inscrit dans une trame de mobilité douce écologique et dans un objectif de rejet zéro d'eau. Donc c'est, comme on peut le voir sur cette carte, c'est l'îlot de chaleur le plus important de la ville de Clichy-sous-Bois. Et donc il y a un gros enjeu de désimperméabilisation et de végétalisation de cet endroit. Et on en parlera plus tard, mais il y a aussi la connexion du projet au réseau de chaleur urbain, donc, qui est mené en partenariat avec la ville de Livry-Gargan. Et donc il y a un forage d'un puits qui va se faire dans le parc de la mairie juste au-dessus. Donc c'est une cité éducative ouverte. Donc le travail de la mairie donc c'est fait à la base, il est parti d'une étude sociologique et anthropologique et d'un groupe d'empowerment qui a suivi le projet jusqu'à la phase APD. Donc l'idée c'est d'accompagner les enfants de la petite enfance jusqu'au collège, donc dans ce travail de programmation fine et d'une carte scolaire qui a été établie par les politiques éducatives, d'ouvrir le projet sur le quartier avec la relocalisation de services de proximité qui ont été délogés par la ZAC à l'intérieur du bâtiment, donc par exemple un centre périscolaire ou une halte garderie de petite enfance. Et aussi mutualiser des espaces, donc il y a des espaces associatifs et ça permet aussi d'optimiser les coûts d'entretien et le groupe scolaire est ouvert
hors temps scolaire. Donc il y a une cour qui va être accessible, une ludothèque et 2 salles de sport qu'on verra plus tard, ce qui permet d'optimiser l'usage de l'espace. Donc il y a une pédagogie autour de l'eau et du vivant, un objectif qu'on a posé E3C1 et un espace tout public avec un accompagnement des handicaps et des cours oasis non genrés. Donc le projet s'est fait avec Attitude Urbaine et l'inscription de la démarche BDF dès le début en janvier 2019. Il y a eu une notification du concours de restreint de maîtrise d'œuvre en décembre 2019. Et il y a eu 2 consultations, peut-être qu'on pourra y revenir pendant les questions. Une première inaboutie, consultation à l'OTI en septembre 2022, et une seconde recalibrée en mars 2023. Et ce qui résonne avec ce qu'on a entendu tout à l'heure, les élèves ont été relocalisés voilà, dans 2 autres sites sur la ville en juillet 2022. Le chantier a démarré en mai et la livraison est prévue le 5 janvier 2026. Donc c'est un site qui est, comme on peut le voir, très minéral et qui ne dispose pas de front bâti au sud sur l'allée Maurice-Audin, qui est le passage du tramway, et qui manquait de locaux, était plutôt mal aménagé. Enfin voilà. Et donc je vais passer la parole à Sylvia de l'agence DFA. Bonsoir, Sylvia Georgescu, chef de projet de l'agence Dietmar Fechtinger Architects. Du coup, vous voyez ici la carte de la démolition du site. Donc, on était parti sur le programme initial qui était de conserver les 2 bâtiments en orientation est-ouest qui contiennent les salles de classe et de démolir les annexes montrées sur ce plan en rouge. Il y a également la possibilité de décaper tous les sites existants afin de laisser place à la végétalisation. Donc, comme vous voyez sur ce plan masse, on pense notre projet comme une maison ouverte sur une ville-jardin. Donc, avec ces cours végétalisés qui deviennent ainsi des espaces enclavés autour des nouveaux bâtiments, on crée des liens est-ouest qui permettent ainsi à relier le bâtiment et à fluidiser les circulations existantes et de créer un front bâti sur l'allée Maurice-Audin, donc de donner une entrée à cette école. Comme élément de programmation, les 2 écoles primaires sont installées maintenant dans le bâtiment ouest, donc ici, laissant la place à la petite enfance et à un pôle santé à l'est du bâtiment. Et les nouveaux liens, donc au centre, on a la zone de restauration en rez-de-chaussée, donc en lien avec les cours élémentaires, et en R+1 de plein pied pour les écoles qui se retrouvent dans la maternelle à ce niveau. Le sud, en fait, il est rempli par le pôle d'administration et le hall d'entrée, donc qui permettra ainsi de créer cette nouvelle façade de l'école. Un parvis qui est accessible à tous, donc il s'ouvre vers l'allée Maurice-Audin. Il est généreux, il est accueillant, il est mis en ombre par un par un auvent, excusez-moi, et ombragé par des plantations qui sont installées dans ces espaces plutôt minéralisés. On a géré la déclivité du terrain par des gradins qui sont installés en face de l'entrée et qui permettent de s'asseoir, d'attendre les enfants. Nous avons créé une seule unique entrée par le hall principal du bâtiment qui permet de lier tous les programmes dans l'intérieur du bâtiment. Et il est également accessible en dehors des heures d'ouverture scolaire. Les cours sont pensés comme des îlots de fraîcheur, du coup. Le dessin en fait efface une forme géométrique rigide, mais c'est plutôt une forme naturelle qui permet l'installation des réservoirs de biodiversité. Ils sont non engendrés, en fait on évite d'avoir un grand terrain minéral, mais c'est plutôt des cours avec la végétation qui s'installe, des plantations variées et de la biodiversité, avec des espèces locales et non allergènes. Donc on respecte la temporalité et les usages des cours dans le principe d'organisation de ces espaces. Donc il y a un jardin exceptionnel composé par des plantes étranges comme l'ail géant par exemple, ou la rhubarbe ou le tournesol, qui permettent aux enfants d'explorer ce monde des végétaux démesurés. On a créé des jardins de pluie, ce que vous voyez en bleu, donc c'est des zones en profondeur en fait, qui permettent l'infiltration des eaux et sont plantées par des plantes adaptées à ces milieux. Il y a des plantations des arbres qui permettent d'avoir des milieux ombragés. Et toutes ces plantations, en fait, elles sont entourées en périphérie par un sol qui reste minéral, mais il est du coup en béton poreux qui permet l'infiltration d'eau et qui aussi permet aux enfants de courir, de se défouler, de dessiner sur l'asphalte.
sur le béton cette fois-ci. Il y a déjà un verger pédagogique qui est installé en plus en lien avec l'extérieur. Donc vous voyez ici, qui met le végétal au service de la pédagogie. Et tous ces espaces, ils encouragent l'exploitation en contact avec la nature. Nous avons installé au rez-de-chaussée des classes de cours en plein air par l'intermédiaire des rideaux. Ils peuvent être fermés ou ouverts et permettre aux enfants de rester à l'extérieur et d'explorer la nature. Parlons de la réhabilitation de l'existant. Donc, les façades qui s'insèrent sur l'existant sont des façades en claire-voie, en bois. Nous avons également conservé les éléments existants déjà dans l'architecture du bâtiment, notamment cette faïence en rez-de-chaussée, le mosaïque que vous voyez ici, qui est très emblématique. Et ils sont en lien avec la façade de l'extension, qui est également en claire-voie en bois, cette fois-ci sur une ossature de façade en bois. La solution des protections solaires, c'est des brise-soleils orientables à l'extérieur, option qu'on pense à faire motoriser en phase chantier, pour une meilleure protection de ces espaces. Pour les matériaux de la construction, nous partons sur des matériaux bruts et durables, du coup, comme le bois massif ou le béton apparent, ou alors le linoléum naturel, qui permettent d'avoir des teintes naturelles, neutres, claires et douces. Donc on laisse la place à la couleur de s'installer plutôt dans l'aménagement intérieur, par exemple dans les circulations, qui sont sur ces tentes en verte qui permettent aux enfants de se rencontrer avant les cours, ou par les salles de classe dans les piétements des mobiliers de récupération, cette fois-ci avec des couleurs primaires. Nous encourageons également d'avoir la flexibilité de ce bâtiment par des cloisons mobiles entre classes ou entre la hall d'accueil, par exemple, et la salle polyvalente, et également par les noyaux principaux qui sont positionnés aux angles du bâtiment. Nous laissons la possibilité aux salles de classe d'être affectées à une des écoles ou à l'autre, donc il y a une flexibilité aussi dans le fonctionnement de l'école. Je laisse la parole à Othéis. Donc, bonjour à tous, Martin Césaré du bureau d'études Othéis. Donc, je vais d'abord repasser un peu sur les problématiques d'îlots de chaleur et de gestion des eaux pluviales, puisqu'on a vu précédemment que c'était un projet avec d'importantes surfaces végétalisées, que ce soit les surfaces en toiture, le verger pédagogique ou les cours oasis. Et ces espaces ont en fait une double fonction, puisque d'une part, ils aident à lutter contre les îlots de chaleur, en créant des îlots de fraîcheur, et d'autre part, ils nous permettent de traiter les eaux courantes et décennales à la parcelle, avec l'aide des noues qu'on peut voir à l'est et à l'ouest du bâtiment. Et pour les plus importantes, on a les jardins de pluie, ainsi qu'un bassin de rétention qui est enterré au sud de la parcelle, qui va nous permettre de contrôler les débits qu'on rejette dans les réseaux existants. Sur la problématique de l'impact carbone du bâtiment, donc en fait on a donc l'impact notamment des matériaux, et pour ça on a deux leviers pour réduire cet impact. Donc à la fois la conservation de l'existant, donc on a 80% de la structure du bâtiment existant qui est conservée, ainsi qu'une grande partie des menuiseries et du mobilier comme on l'a expliqué précédemment. Donc ça c'est un double impact, puisque à la fois c'est des déchets qu'on ne traite pas et c'est de la matière qu'on n'a pas besoin de remettre ensuite dans le bâtiment. Et la deuxième partie, le deuxième levier, c'est l'intégration de matériaux à faible impact environnemental et carbone notamment. Donc c'est des matériaux biosourcés. Donc tout ce qui va être les structures, les planchers terrasses de l'extension, les murs à ossature bois des nouvelles façades, ainsi que les planchers intérieurs CLT sont en bois, en matériaux biosourcés, et une grande partie de l'isolation également des murs est en bois. Donc avec ça, on atteint le niveau C1 du label E+C-. Voilà. Ensuite, rapidement, sur les systèmes qu'on a mis en œuvre dans le bâtiment, donc le chauffage ainsi que les réseaux ECS sont produits par le réseau de chaleur de la ville de Clichy, qui est d'ailleurs en passe d'être décarboné. Il n'y a pas de refroidissement actif sur le projet. On traite les surchauffes avec des protections solaires et la ventilation naturelle. Et l'éclairage, bien sûr, on a mis en place différentes solutions, donc les éclairages LED, une gradation de la lumière et de la détection de présence pour limiter toutes les consommations de l'éclairage. Il n'y a pas de production d'énergie directement sur le site. Et la ventilation, je vais y revenir plus en détail, puisque du coup on a une ventilation double flux.
avec la particularité d'avoir une reprise en vrac dans les circulations. Donc ça a un grand intérêt puisque ça permet à la fois de réduire les consommations d'énergie et la quantité de réseau qu'on va utiliser aérolique qu'on va utiliser sur le projet, et donc l'impact carbone du système. Cette ventilation mécanique, elle est asservie d'une sonde CO2 et d'une lumière qui permet, puisqu'en fait on veut pousser les utilisateurs à utiliser la ventilation naturelle un maximum. Et donc la lumière leur indiquera si ils peuvent ouvrir ou pas les fenêtres. Donc les optimisations qu'on a fait sur les systèmes permettent au projet de valider, notamment sur son extension, le niveau E3 du label E+C-, ainsi que le label Effinergie. Donc on a plus de 60% de réduction, et également sur la partie rénovée, on a plus de 60% de réduction par rapport aux bâtiments de référence sur les consommations énergétiques. Enfin, le confort d'été, donc comme j'ai dit, on le traite avec différentes solutions bioclimatiques, donc que ce soit les toitures végétalisées, les bristoleils orientables, et ça, on s'appuie de simulations thermiques et du diagramme de Givoni. Et en fait, on peut remarquer qu'on arrive à traiter sur un scénario qui est standard l'ensemble des périodes de surchauffe potentielles, juste en ouvrant les fenêtres. Pour les scénarios caniculaires, donc on peut avoir des périodes d'inconfort chaud. À ce moment-là, il faudra utiliser des dispositifs de rafraîchissement actifs, et c'est pour ça qu'on a mis en place des attentes pour des brasseurs d'air. Voilà, je vais passer la main à 3G pour la partie chantier. Bonjour à tous, Yassine Gok, pilote de chantier chez 3G Ingénierie, représentant de 3G Construction, mandataire du groupement solidaire, comme vous pouvez le voir, qui assure le chantier. Donc un groupement solidaire dont chaque lot est assuré par les entreprises que vous pouvez apercevoir sur la carte d'Île-de-France juste là. Seulement l'entreprise de bois, donc le groupe Morlot, qui elle est située dans le nord de la France. L'installation et la localisation du chantier permet un accès vraiment facile, que ce soit pour les piétons ou encore pour les compagnons véhiculés. Comme vous pouvez le voir là-bas, via le parking que nous a gentiment prêté la mairie, à l'arrière du chantier, qui permet d'accéder directement à la base vie, ou encore un accès via le tramway sur l'allée Maurice Audin. Donc pour la petite anecdote qui va bien avec la commission d'aujourd'hui, lors de la préparation du chantier, on avait les terrassements de préparation de chantier. Donc on a dû stocker la terre à un endroit sur le site. On en a profité pour faire un petit potager. Malheureusement, on a dû faire les fondations, donc il n'y aura pas de tomates aujourd'hui pour tout le monde. Donc peut-être une prochaine fois. L'une des grosses spécificités de ce chantier est que, comme vous pouvez le voir là, le platane, c'est une photo de l'ancienne école. Ce platane est conservé dans le cadre du projet. Donc nous avons protégé vraiment la base là où on travaille. On a déjà coulé la dalle basse, comme vous pouvez le voir, avec la neige en plus qui embellit la photo. Et donc c'est vraiment un symbole du projet qu'on espère garder. Donc, comme l'ont dit précédemment, les bâtiments conservés sont assez anciens. On a dû donc procéder à un désamiantage, des plombages, avant quelconques interventions des corps d'état secondaires. Donc, celui-ci a été procédé par zone, par confinement, et un phasage qui a été respecté, donc qui nous a permis aujourd'hui de pouvoir intervenir dans les existants. Je vais laisser la parole à mon collègue, Monsieur Aziz. Bonjour. Sur le chantier, on a eu l'opportunité de réemployer énormément de matériaux et d'éléments, notamment comme vous pouvez le voir sur les photos, on conservait une grande partie des menuiseries extérieures du projet. Un certain nombre a dû être changé, donc on a réemployé toutes les quincailleries, les vitrages des anciennes menuiseries pour rénover les menuiseries conservées. On a aussi effectué une bonne partie de démolition à l'intérieur des bâtiments. Donc on a réemployé tous les gravats pour réaliser les pistes de chantier ainsi que les plateformes pour réaliser les pieux, par exemple, sur le projet. Il n'y a pas une... Donc tous les matériaux n'ont pas pu être réutilisés. Donc, comme sur quasiment tous les chantiers, on a donc mis en place des bennes pour le tri des déchets. Donc on trie le bois, les PIB et les métaux.
donc ensuite qui eux continuent ce tri-là pour valoriser un maximum les déchets issus du projet. Et comme on peut le voir, on a des taux de valorisation qui sont assez élevés par rapport à des chantiers classiques. Ouais, ensuite, sur ce projet, on a eu pas mal d'aléas, notamment notamment la présence de cavités qui ont été découvertes dans le sol après le démarrage du projet. Donc on a dû réaliser des injections avant le démarrage de nos travaux sur la partie extension et la réalisation des fondations, ce qui a un peu retardé l'exécution globale du projet. Donc il nous reste 1 minute, comme on vient de me le montrer. Voilà les gros aléas du chantier, je vous laisse regarder un petit peu. Les bonnes surprises, la connexion à RCU, l'implication de l'entreprise, la qualité des premiers ouvrages exécutés et la passation qui est en même temps une bonne et une mauvaise surprise parce qu'il y a une entreprise qui est sortie dans le groupement d'entreprises solidaires, le mandataire est sorti, mais 3G a pu reprendre la suite rapidement. Et donc les mauvaises surprises, le vide sanitaire inaccessible qui a changé l'enveloppe thermique du bâtiment, la dépollution, l'amiante et des renforcements de structure. Et on vous invite à venir le 18 visiter le chantier avec Ecopolis. Et voilà une photo du premier arbre. Donc le chantier il est ouvert au public. Il a été ouvert au public cette fois-ci. Les enfants sont revenus à faire une chorale à l'intérieur pour le premier arbre. Voilà. Et on termine la présentation de l'équipe avec des points qu'on a mis, des points forts, des points d'innovation qu'on ne va pas relire parce qu'on est en retard et on vous fait confiance. Et donc, vas-y l'étoile. Et si vous avez des questions, on est là. Et pas trop parce qu'après, il y a l'apéro et c'est déjà pas mal tard. Merci. Merci à l'équipe projet. On va maintenant passer à 25 minutes de questions-réponses avec les membres de la commission. Chers membres de commission, regardez bien Sophie pour le temps qui reste, de manière à ce qu'on puisse laisser aussi quelques questions à la salle. C'est parti. Merci beaucoup pour votre présentation qui est très claire. Alors, je commence par prendre la parole. Ça ne veut pas dire que je pose les questions, hein. Sauf si vous voulez arracher le micro. Il y a des questions qui vous démangent ou je commence ? Ok, merci. Plusieurs questions. Sur le site, vous avez évoqué tout à l'heure que le sol, notamment sur la partie de l'entrée du bâtiment, donc de la nouvelle entrée face à l'allée, était bétonné, minéral. Est-ce que c'est un béton qui existait ou c'est un nouveau béton que vous avez coulé à cet emplacement ? Sur cette perspective-là, on voit bien le sol minéral devant la façade. C'est un béton poreux qu'on va couler du coup. C'est pas un béton existant. Actuellement, c'est un trottoir en enrobé. D'accord. Vous êtes sur le domaine public ou vous êtes déjà sur votre parcelle ? À moitié. Moitié. Public, en fait, c'est la limite du terrain. Elle est là. Pardon. Excusez-moi. Je pense que j'ai la limite de la construction, c'est là. Mais ça, c'est déjà en fait le trottoir. Aujourd'hui, il s'arrête ici. Donc, on va créer un arrêt de car scolaire qui va être là. Après, l'accès du bâtiment, en fait, on va le gérer parce qu'aujourd'hui, il y a 2 mètres de dénivelé entre le haut du terrain et le bas du terrain. Et du coup, on est obligé de créer ces gradins et de faire un accès PMR pour l'ascenseur. Donc, toute cette zone-là, en fait, ça va être, on va réintervenir sur la zone. D'accord, c'était juste pour une question de précision, parce que de toute façon, on ne va pas revenir sur la phase de conception. Hein. On est bien calé, qu'on pose... mais effectivement, je trouvais qu'il y avait un contraste très fort entre les cours et la végétalisation que vous développez, et effectivement, ce premier accès, ce premier contact avec le site qui, lui, pour le coup, reste minéral. Donc, ça me questionnait. Sachant qu'il y a aussi des arbres qui sont implantés dans des cercles. En fait, là, on ne les voit pas tout à fait sur les plans, mais les cercles sont végétalisés autour des arbres qui s'installent sur le parvis. Donc, il y a quand même une perméabilité et ça reste un béton poreux pour l'infiltration de l'eau. Très bien, merci pour ça. Vous avez évoqué que vous pensiez passer des brise-soleil motorisés en phase chantier. Oui, tout à fait. Vous pouvez développer ? Pourquoi motoriser ?
Déjà, en fait, les bris-soleils qu'on avait prévus à l'origine, c'est des bris-soleils qui sont très costauds, si vous voulez. En fait, il y a des éclisses, enfin des rails sur les deux côtés. On pensait qu'ils vont être suffisamment résistants au vent, mais l'entreprise nous a conseillé déjà en phase chantier de penser à la motorisation des stores pour une meilleure tenue dans le temps. Bureau de contrôle aussi. Et il y a un problème des DTU aussi que nous oblige à... C'est pas le premier projet, c'est ce qui nous arrive. Nous est déjà arrivé d'avoir une obligation via le DTU qui arrive en chantier parce que l'entreprise ne veut pas être assurée pour mettre des produits qui ne sont plus rassurables. Donc c'est un problème des DTU, globalement, aussi. Et il faut que les brise-soleil résistent à 120 km/h de vent. Donc 120 km/h pour pas qu'ils s'envolent et tombent sur les gens, mais 120 km/h, enfin voilà. Les arbres, ils tombent quoi, à 120 km/h. Donc, il faut aussi installer un anémomètre et relier du coup les stores à la GTB. C'est pas que des stores motorisés qu'on peut livrer classe par classe, mais il faut qu'on les relie à la GTB pour qu'ils puissent tous être remontés à partir d'une certaine vitesse de vent. C'est aussi parce que les fabricants des stores ne s'engagent pas à des vitesses qui sont supérieures et voilà. Instructif, merci pour ça. Et enfin, avant que je passe le micro, j'avais une question sur la partie du bâtiment réhabilité. Vous avez gardé donc les façades existantes, de ce que je comprends aussi les menuiseries au niveau du rez-de-chaussée. Comment vous avez procédé pour l'isolation du coup du bâtiment? Justement, au rez-de-chaussée, l'isolation se fait par l'intérieur et à partir des niveaux, on rajoute la deuxième peau que vous voyez ici. On passe à une isolation par l'extérieur. Pas de pont thermique? C'était ma question. Oui, bien sûr, un matériau biosourcé. Quel type d'isolation? Il y a de la laine de chanvre, notamment, et fibre de bois. D'accord, merci. Je suis sûre qu'il y a plein de questions, donc on va accélérer. Je passe le micro. Ouais. Merci pour cette présentation. J'avais une question par rapport à... Vous avez dit que le bâtiment et le hall restaient ouverts au public, même en dehors des horaires de cours. Et de quelle manière c'est géré en termes de sécurité, d'accès, s'il vous plaît? Alors, quand le bâtiment est ouvert, il y a un gardien sur site. Et après, on est aussi en train d'affiner le projet de groupe scolaire avec les politiques éducatives pour rendre ça possible. Il y a, peut-être qu'on peut mettre un plan du rez-de-chaussée. À la fin, ça va être plus compréhensible. Et donc l'idée, c'est que... Donc là, on est sur le plan de rez-de-chaussée. En fait, l'idée, c'est que la cour nord soit accessible, la ludothèque qui est à gauche, enfin à l'ouest de la cour nord, et les deux salles polyvalentes qui sont au sud. Et tout le reste des espaces peut être clôturé. Donc ça permet d'isoler une partie. Et en fait, tous les espaces qui sont à l'ouest sont des espaces mutualisés. Et donc, il y aura des associations qui pourront s'en emparer. Il y a un Fab Lab qui est prévu. Enfin, voilà, plein de choses différentes. Et les usagers pourront aussi assurer une gestion de ces espaces-là. D'accord, merci. Je me posais une question sur les classes extérieures. Je trouve ça très intéressant comme concept. Et comment sont matérialisés les rideaux extérieurs qui ont l'air amovibles? Du coup, on peut rester peut-être sur ce plan pour un moment pour les localiser déjà. Donc, il y a deux salles là et deux salles là. Ils sont sous les préaux du rez-de-chaussée. Donc, on a déjà un toit au-dessus. On peut installer un rail. Et sur ces rails, on a prévu de mettre des rideaux translucides, en fait, qui pourront être rassemblés à côté des poteaux dans les cours de récréation, des poteaux qui sont à côté des cercles, en fait, que vous voyez là. Et ainsi avoir une sorte d'enclos, de matérialiser un espace, mais tout en restant à l'extérieur. C'est un textile adapté pour l'extérieur. Qui ont en fait en partie basse, il est prévu d'avoir quelque chose qui les laisse pour qu'ils ne s'envolent pas. Mais il y a uniquement un rail en partie haute. Et je pose juste une question sur le chantier. Sur le réemploi, vous avez parlé des menuiseries extérieures principalement, de la quincaillerie et des vitrages. Les vitrages, comment ça s'est passé? C'était Saint-Gobain ou un industriel qui les reprenait ou comment ça s'est passé? Non, le réemploi, en fait, c'est que il y a un certain nombre de menuiseries qui ont dû être changées puisqu'il fallait des accès pompiers, etc. Quand on a enlevé les menuiseries dont on n'avait plus besoin, donc on s'est retrouvé avec un certain nombre de menuiseries stockées. Donc plutôt que d'acheter des nouveaux vitrages pour les menuiseries qu'on utilisait, où on avait des vitrages dégradés, etc.,
on a essayé de réemployer au maximum en fait tout ce qui était disponible sur le chantier et qu'on a démonté des menuiseries dont on n'a plus utilité sur le projet. Voilà. C'est ça. Donc on a enlevé les parts closes, on a réutilisé des vitrages si les vitrages de certaines menuiseries utilisées étaient abîmés. On a réutilisé des poignées, de la quincaillerie, voilà, pour vraiment réhabiliter les menuiseries qui devaient rester, puisque sur la réhabilitation, je crois 80% des menuiseries existantes restaient en place. Et puis ça permet également de rester sur la même forme des menuiseries qu'on change en fait. J'ai 5 petites questions, je vais juste en garder 2 et puis je te poserai les questions au cocktail, du coup, celles que je n'aurais pas posées. L'indicateur carbone que vous indiquiez, je reviens sur la phase conception, il est de 950 kg, donc quasiment 1 tonne au mètre carré. Ça reste beaucoup pour un projet qui fait très largement appel à la rénovation. Je ne sais pas si j'ai bien fait une bonne lecture de ce chiffre. Oui, c'est un chiffre qui date de la conception, donc qui n'est pas mis à jour avec donc qui est fait à partir d'estimations et notamment de la maquette. Je pense qu'il est surévalué de manière honnête, mais on n'a pas encore les quantités finales pour le mettre à jour, puisque oui, effectivement, c'est comme ça reste élevé pour. Après, voilà, il y a quand même une part de béton, il y a des choses qui sont pas. Enfin, tout n'est pas biosourcé, donc il y a quand même un impact, mais je pense qu'il est surestimé actuellement. Pardon Indicateur. Oui. Ah, l'indicateur était sur la partie, d'accord. Alors, juste 2 petites questions justement sur. Là, on en est à la phase gros œuvre. Qu'est-ce que dans les intentions justement de la phase conception, dans l'intention de mener des travaux finalement très locaux, etc. Qu'est-ce qui est resté et qu'est-ce qui a un peu disparu? Qu'est-ce qui a fait qu'en fait le marché de travaux était infructueux au départ? J'ai compris qu'il y avait une entreprise qui s'est désolidarisée à un moment. Mais est-ce qu'il y a eu autre chose dans les éléments de conception? Alors, il y a eu un premier marché de travaux à Loti qui a été publié et c'est arrivé juste après le début du conflit en Ukraine et la hausse du prix des matériaux, et on a eu des lots sans réponse et une augmentation de 30% par rapport aux estimations faites. Donc du coup, on a décidé de ne pas poursuivre. Et on a fait un deuxième marché en entreprise générale. Et du coup, c'est un groupement d'entreprises solidaires qui a répondu avec l'entreprise Fort en mandataire solidaire. Et il se fait que l'entreprise Fort a fait faillite entre-temps, et ce qui peut parfois bloquer un chantier pendant des années. Et là, on a eu 3G qui a proposé de reprendre sur ses épaules le marché. Ouais, donc beaucoup plus contextuel que conceptuel en fait. C'était pas ça. lié à l'organisation du. Ouais. Et c'était aussi, heureusement qu'on était en groupement solidaire et pas en groupement avec mandataire solidaire. Ce qui aurait rendu la chose beaucoup plus complexe. Et globalement, le projet, le fond du projet, il n'a pas changé des masses, en gros. Il y a eu juste une chaudière bois qui a été supprimée pour l'instant parce qu'on a un raccordement qui va être livré au même moment. Et donc, ça s'est raccordé dessus. Le reste du projet, il y a des endroits où il y a un peu moins d'isolant pour des questions de vide sanitaire, tout ça. Mais globalement, ça reste le même projet. Ok. Et une toute petite dernière question, si on peut revoir l'arbre. La protection d'un arbre sur un chantier, c'est pas le tronc en fait. Il faut quand même protéger une surface qui est au moins égale à son enracinement. Ce qui fait que peut-être, je ne sais pas si ça va être le cas là, ces racines ont été écrasées et il y a des risques que peut-être qu'il est encore un peu vivant, mais peut-être qu'aussi il a ces racines qui ont été écrasées. Là, quand j'ai vu ça, la protection, il faut qu'elle soit vraiment équivalente à peu près au cylindre qui correspond au feuillage pour éviter tous les écrasements racinaires. Et je ne l'espère pas du tout. J'espère qu'il va tenir. Il a des capacités. Mais s'il y a eu des camions, des choses lourdes qui sont passées, là, il y a ce risque-là. Et très souvent sur les chantiers, on voit cette intention qui est très louable de protéger, mais juste sur une surface qui est tout à fait insuffisante pour maintenir en vie. Donc on espère qu'à l'inauguration, il sera en pleine forme aussi.
En fait, la protection que vous voyez aujourd'hui qui est autour, c'est juste vraiment pour protéger le tronc, mais il y C'était a un tout pi- un îlot autour. C'était un piège pour m'avoir. Voilà, en fait. il y a Bravo. non, mais il y a tout un îlot autour en fait qui est conservé. Il y a une butte de terre qui est conservée tout autour. Et en fait, autour de cet espace-là, il y a comme un patio central qui est maintenu. Donc aujourd'hui, on a vraiment un espace, je dirais, qui fait quasiment, je sais pas, 6 mètres par 6 mètres autour de l'arbre qui reste vierge et qu'on n'approche pas en termes de travaux. Tous les idées fixes sont contents. Donc. Merci pour la présentation. J'ai une question plutôt liée vraiment au chantier. Il y a beaucoup d'habitations à proximité. Est-ce que du coup, il y a des mesures particulières qui ont été mises en place pour réduire les nuisances? Est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont exprimé leur mécontentement par rapport au chantier? Comment ça a été pris en compte? Au niveau du chantier, oui, il y a beaucoup d'habitations autour. On a un gros foyer d'habitation tout autour du site. Donc, ça a été géré en réalisant des mesures acoustiques qui ont été demandées d'ailleurs par notre AMO dans le cadre donc, du Et ensuite, avec une communication aussi, une médiation qui a eu lieu à travers la ville avec les voisins. On a eu quelques soucis en début de projet. On s'est mis d'accord sur des horaires, ne pas commencer vraiment à 8 heures, les travaux vraiment bruyants, vers 9 heures du matin. Il y a eu une médiation qui a eu lieu à travers la mairie et puis depuis, plus de problème pour l'instant. Ok, merci. J'avais une question, c'est un peu lié à la conception, mais il y a une façade qui donne sur le parvis qui est en double hauteur vitrée. Est-ce qu'il y a du coup un potentiel risque de surchauffe dans le bâtiment? Et si oui, est-ce qu'il est envisagé éventuellement de faire des adaptations de la façade si jamais il y avait une surchauffe après la réception? En fait, c'est une très bonne question parce que justement, c'est une image du concours que vous avez vu parce qu'elle était plus parlante pour le parvis. Mais en vrai, les surfaces ont été déjà réduites en phase projet. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la surface d'aujourd'hui. Donc, toute cette partie haute, elle est maintenant en façade, donc en claire-voie. Opaque du coup. Et il y a une protection solaire supplémentaire ici par une claire-voie derrière le vitrage. Et ensuite, toute la partie vitrée que vous voyez là, en fait, il y a un généreux auvent en partie supérieure qui protège également du soleil. Et aussi, on a des vitrages à contrôle solaire sur les façades sud. Merci. Ça a été une grosse bataille de toute la phase conception, parce que quand même c'était un espace qui est donné pour le chauffage, et ça, c'est juste surchauffe, et surtout ça reste quand même un espace où c'est un grand hall qui risque d'être fortement ouvert. Globalement, c'est des espaces communs, c'est pas des espaces de vie. J'ai des questions plutôt par rapport aux usagers. Parce que je me demande comment vous avez fait ou comment vous allez faire, notamment par rapport aux espaces extérieurs qui sont souvent très compliqués à concevoir et à faire accepter par l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire les enfants, les parents, les profs, les ATSEM, etc. etc. Du coup, je me demandais comment les vergers, les jardins de pluie notamment, ont été concertés ou acceptés par les usagers. Et je pose direct ma deuxième question, c'est aussi lié aux usagers, c'est comment vous comptez les sensibiliser pour notamment la ventilation naturelle, parce que là, vous comptez vraiment sur l'action des personnes. Ce qui est très bien, mais à définir qui ouvre les fenêtres et quand. Et c'est beaucoup ça qui va créer un confort d'été ou pas dans le bâtiment. Alors je vais prendre les questions à l'envers. Du coup, pour la deuxième question, il y a une diode et un bruit qui s'allume quand on peut ventiler naturellement, ce qui aide. Et il y a une période de formation qui est prévue après la livraison du chantier aux usagers, usagères du bâtiment.
Pour les cours, le groupe et les espaces extérieurs, le groupe d'empowerment a aidé au dialogue, à la concertation autour de ces questions-là. Et voilà, après, pour le coup, moi, je suis arrivé vraiment phase chantier, donc j'ai pas tout l'historique du projet, et je ne peux pas vraiment répondre là-dessus. Moi, je suis qu'accompagnateur BDF et un point MO, mais je suis le seul qui est là depuis le début. Et donc, il y a eu une grande phase assez étonnante parce qu'avec la mission de déprogrammation, il y a eu une mission de sociologues et anthropologues qui ont créé un groupe d'empowerment, qui est un groupe des gens, d'utilisateurs, qui permettait de prendre des décisions et d'aller vers la création du programme en parallèle de la création du programme. Donc ça, c'est déjà en tout cas assez intéressant, qui a permis de déterminer beaucoup de choses et beaucoup d'informations ont été données à ce groupe, qui a permis de aussi les former eux à quelque chose d'assez intéressant. Et effectivement, il y aura un grand travail, je pense, des fins d'arrivée et fin de chantier pour que ces espaces-là ne soient pas abandonnés, qu'ils soient pris en main par les gens qui utilisent le bâtiment, sachant que l'avantage par rapport à une école maternelle normale, par exemple, c'est qu'il y a quand même plein de programmes de la ville. Donc dedans, il va y avoir des gens qui travaillent pour la ville et pas seulement travaillent pour l'État. C'est bien l'État, hein, peut-être, mais c'est pas la question. La question, c'est que c'est des gens qui sont plus facilement maîtrisables, entre guillemets, par la ville. Voilà, bon, ça, c'est une réponse un peu de bateau, mais... Une question aussi qu'on n'a pas évoquée, c'est les jeux qui sont installés dans les cours. En fait, on échange beaucoup avec la maîtrise d'ouvrage en ce moment pour trouver les meilleurs jeux. On a des jeux en bois en fait qui sont très agréables au toucher, et justement en ce moment on se pose des questions sur les tranches d'âge, sur comment les enfants vont utiliser les jeux, s'ils vont être surveillés ou non, et quelles sont les responsabilités des fabricants envers ça. Donc voilà, c'est un sujet qu'on est en train d'étudier. Merci. Je vois qu'il reste 5 minutes, donc je vais peut-être glisser une ou deux questions plutôt pour l'entreprise. Ce que je comprends dans la présentation, c'est vous avez beaucoup parlé finalement de la conception du bâtiment et que le chantier est à une phase de curage à peu près terminée et début de gros œuvres. Et donc, peut-être deux questions à ce stade. La première, c'est au moment de la sélection de l'entreprise, est-ce qu'il y a eu des formes d'analyse ou de valorisation d'un mémoire environnemental ou chantier propre, voire de propositions spécifiques de l'entreprise ou des entreprises sur les sujets BDF? Et puis une deuxième question, c'est à ce stade du chantier, côté entreprise, est-ce que vous voyez encore des pistes ouvertes d'amélioration dans les futurs choix de matériaux ou de procédés qui sont encore devant vous? Je pense notamment à une veille sur les ressources disponibles instantanément en réemploi sur des plateformes pour substituer ça à des produits envisagés dans le projet initialement. Beaucoup de questions très intéressantes. Aujourd'hui, alors, nous, on a répondu en tant que groupement solidaire. Personnellement, que ce soit Yacine, on n'était pas présent sur la phase sélection des entreprises, donc on est l'équipe exécutante sur site, mais voilà, les entreprises qui ont été choisies, en tout cas dans le cadre du groupement, sont des entreprises partenaires de 3G Groupe et 3G Construction. De notre part, il n'y a pas eu une sélection spécifique sur les critères BDF. Ensuite, est-ce qu'il y a une sélection de la part de la ville sur ces critères-là? Je ne sais pas si on a eu à remettre un mémoire ou autre. Donc ça, je laisserai, mais je laisserai répondre. Ensuite, en termes de réemploi de matériaux, aujourd'hui, on est à un stade assez avancé. Il faut savoir que sur la phase réhabilitation, on a déjà réalisé tous les réseaux, quasiment tout le cloisonnement. On a les menuiseries extérieures qui arrivent début janvier. Et donc, sur la partie réhabilitation, les travaux sont à un stade assez avancé. Aujourd'hui, la partie qui reste à réaliser essentiellement, c'est la partie
extension et où le choix des matériaux est déjà défini en phase conception par les architectes. Donc je ne pense pas qu'à ce stade, et au vu en plus des délais maintenant du chantier et des impératifs de livraison, qu'on soit amené à retravailler encore les différents matériaux. Sachant qu'il y a un deuxième marché, le marché du mobilier, où on pense beaucoup au réemploi. En fait, je parle pour notre groupement maîtrise d'œuvre parce que je ne suis pas en charge de ce marché. Mais là, on va réutiliser l'équipement des meubles existants dans l'école également. Et on va juste changer en fait les plans de travail pour réemployer presque en totalité, je pense. Non, Alexandre, on réutilise presque la totalité du mobilier existant dans l'école. Donc là, sur ce deuxième marché, on s'interroge beaucoup à ce sujet. Sur le passage vers Giampero, sur le réemploi, le mobilier, il est aussi déjà réutilisé par les enfants dans l'endroit où ils sont relocalisés. Et moi, c'était par rapport à la première question. Il y a eu une phase de remise des notes, comme chaque remise des notes pour les entreprises. Donc, c'est toujours un peu, en gros, les entreprises répondent avec une mémoire. Après, c'est assez difficile d'analyser une mémoire d'entreprise si vous voulez faire la différence. Mais il y a eu, et là où c'est intéressant, c'est que c'est pas parce qu'ils sont là et on va leur jeter des fleurs, mais l'entreprise elle était très très volontaire, et le fait d'avoir un groupement solidaire, c'est un peu intermédiaire entre une entreprise type majeure et des entreprises en lot séparées. Et l'avantage, c'est que 3G Ingénierie, qui c'est une filiale de 3G, ils gèrent toute la partie aussi déchets et fait la synthèse. Et ils sont quasiment tout le temps sur place. Et donc ça fonctionne plutôt pas mal pour l'instant. Après, il faudra voir à la fin du chantier comment ça marche. Mais c'est un modèle qui permet de gérer les déchets de manière top, et voir pour le reste, si pour l'instant ça continue aussi. Et sur la question de remploi, il y a, effectivement, il pourrait y avoir des gisements et des choses, mais c'est pas un point qui est trop à l'ordre du jour aujourd'hui, je pense. Donc pour être franc, en gros, je pense que c'est pas, en gros, il y a un gros travail sur le mobilier qui est remployé, même réutilisé. En gros, le remploi et réutilisation, c'est pas tout à fait la même chose, je me perds toujours. Mais en tous les cas, on récupère des plans, et aussi on peut il y a plein de travail là-dessus. Après, le reste, pour moi. Merci à tous pour ces échanges. Est-ce qu'on a une question du public? N'hésitez pas. Merci. Je reviens sur le réemploi des menuiseries extérieures. Je voulais savoir quel usage vous leur aviez trouvé. Est-ce que c'est des espaces non chauffés, je suppose? Et puis savoir si le bureau de contrôle vous avait embêté avec des tests de laboratoire. Non, parce que en fait, les menuiseries extérieures qui ont été remployées sont les mêmes que celles qui sont en place, donc qui ont les mêmes caractéristiques. Donc c'est des fenêtres, je pense que elles ont été conservées parce que elles ont été changées il y a moins de 10 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc la volonté, c'était de ne pas les changer dans le cadre de la rénovation et de l'extension du projet. Que ce soit d'un point de vue budgétaire ou écologique et en termes de déchets. Et nous, à titre personnel, on les a conservés à notre dépôt, et sur nos différents chantiers, par exemple, on est amené à faire des bases vies dans des commerces, dans des espaces, souvent sur les projets, quand on démonte nos bungalows, on est amené à s'installer à l'intérieur du bâtiment. Je sais qu'on en a déjà réemployé sur un chantier, dans le cadre de l'installation d'une base vie dans un commerce où on monte les murs en carreaux de plâtre. On a besoin de quelques menuiseries à mettre en place pour avoir de la lumière naturelle, de la ventilation dans les locaux. Donc on les réutilise dans ce cadre-là. Bonjour. Deux petites questions. Combien y a-t-il d'élèves en primaire et en maternelle? Quelle est la superficie des classes, et donc combien on a d'élèves par classe aussi, pour savoir si on est sur 30 élèves dans 50 mètres carrés? C'est environ 520 élèves en tout. La salle de classe fait à peu près 60 mètres carrés, un peu moins, et il y a 25 élèves par classe. Et ça, c'était pour la primaire, j'imagine. Et l'autre question que j'avais, c'était par rapport à la réhabilitation. On sait que généralement, là, c'est un bâtiment qui ressemblait aux années 60, j'ai eu l'impression. À l'époque, souvent, ils le fondaient juste ce qu'il fallait. Il n'y avait pas... Tous les BE ne mettaient pas 20% de marge.
à l'époque. Et donc, est-ce que vous avez dû refaire des fondations? Parce que comme vous isolez, vous rajoutez du poids. Bien joué. Ouais, alors on a fait des sondages géotechniques pendant les études, et en fait, il s'est révélé que le niveau de fondation et d'assise du bâtiment n'était pas égal sur la totalité du linéaire du bâtiment. Et donc, on a vu que en fait, les deux planchers des deux écoles ne sont pas exactement au même niveau. On a décaissé la cour pour pouvoir reprendre le niveau pour des questions d'accessibilité de niveau. Et du coup, on a dû faire un voile contre terre tout le long du bâtiment maternel qui est à l'est pour reprendre les fondations qui avaient été déchaussées. Gros sujet de chantier. Et donc les fondations de l'existant, elles sont à quelle profondeur? Et les fondations du neuf, elles sont à quelle profondeur? Là, les chiffres, là, j'ai pas en tête. Là, ouais. Entreprise. Sur la partie neuve, on descend. Sur la partie neuve, on est en pieux, on descend environ 20 mètres. Sur le bâtiment existant, sur le bâtiment existant, aujourd'hui, on est en fondation superficielle, mais par endroits, on a dû consolider en réalisant, comme a dit Alexandre, par exemple, il y a 2 mètres de différence entre l'école primaire et l'école maternelle. Donc on a décaissé la cour, on a dû réaliser un masque pour maintenir une des façades d'un des bâtiments existants. Et donc tout ça, c'est fondé sur pieux à la même profondeur que les bâtiments existants. Cours actuelle, c'est un rouge, donc ça c'est le terrain naturel. Et puisqu'on veut faire une école accessible avec une cour horizontale, du coup on a dû décaisser. Donc là vous avez à peu près 2 mètres de décaissé où il y a déjà plus de fondation. Donc c'est là où le voile contre terre arrive aujourd'hui. Le bâtiment ouest n'est pas touché. Même la maternelle n'est pas touchée, la maternelle, l'ancienne maternelle, du fait qu'elle est décaissée, il y a fallu répondre. Merci. Merci. Je vous propose, pour ceux qui ont d'autres questions, de le faire pendant le cocktail, et on va passer à la 3e étape de cette commission, à savoir l'évaluation complémentaire. Je vais réafficher pour ceux qui n'ont jamais assisté à une commission le barème. Donc, chaque membre de commission va pouvoir attribuer une note de cohérence durable sur 5 et 5 points d'innovation. Et on en fera ensuite la moyenne pour connaître le score provisoire de ce projet en phase réalisation. Est-ce que vous êtes prêts, chers membres de commission? Je vais vous demander juste de vous retourner vers Morgane pour montrer dans un premier temps la note que vous comptez, les points que vous comptez attribuer. Et c'est à vous. Je vous en prie. On part en sens inverse. Donc moi j'ai reconduit les notes qui avaient été données en phase conception. Globalement, je perçois que le projet a beaucoup de qualité. Je perçois qu'il a globalement, à ce stade du chantier, conservé à la fois sa cohérence et ses points d'innovation, donc qui est plus d'une mission accomplie. L'interrogation que j'aurais par rapport à votre notation, qui était autour de 75 points au total, c'est que vous n'êtes pas très loin de pouvoir atteindre un niveau or. Il y a peut-être encore dans les phases de réalisation et surtout dans les phases d'exploitation des marges de manœuvre, notamment dans l'implication des équipes, des enfants et dans la façon dont le bâtiment va commencer à vivre. Donc peut-être que si on se revoit dans 2 ans, il y a un cran qui pourrait être passé. En tout cas, c'est pas très loin. Moi, ça va être à peu près la même chose, donc 12 plus 3 comme à la phase conception. Parce que vous avez l'air de tenir sur vos engagements. Il y a des innovations, je trouve, notamment en termes de, apparemment, gestion des déchets. Ça se passe bien, c'est assez innovant, parce que j'ai jamais vu que ça se passait bien. Voilà. Oui, je dirais aussi attention à la phase exploitation, parce que il y a toujours de belles intentions quand le chantier n'est pas livré, et après c'est compliqué, donc il ne faudrait pas perdre de points à la prochaine. Alors, moi j'ai mis
très étroit, donc un point au-dessus de la phase conception. Il y a beaucoup de qualité sur le projet et j'ai rajouté parce qu'il y a notamment une prise en compte des remarques pour le traitement de la façade sur la surchauffe qu'il aurait pu y avoir, donc ça c'est un point positif. Et l'agilité et puis l'intelligence qui a eu lieu pour faire face aux difficultés sur le presse qui a eu la clé sous la porte, mais qui du coup il y a une bonne intelligence de l'équipe pour pouvoir affronter ça, et ça fait partie de la qualité du projet aussi, je trouve. Alors, moi aussi, très étroit. C'est vrai, en fait, on sent l'adversité, ça doit renforcer la solidarité, parce qu'on sent bien cette solidarité dans votre équipe. Là, vous êtes très ancré. Il n'y a pas d'esbrouf dans ce projet, je trouve, c'est vraiment intéressant. Vous avez affronté des problèmes vraiment rationnels et puis amené des réponses rationnelles. Donc, je trouve que c'est un projet qui est très ancré, qui est très aussi à l'écoute du territoire, donc, qui est resté dans cette stabilité-là de départ. Et c'est pour ça qu'effectivement, je pense qu'il mérite un point de plus que la phase de conception. Par contre, je ne suis pas complètement sûr que tous les... Alors là, c'est moi qui ai un oubli, je ne me souviens plus si en phase de chantier pour le niveau argent, il reste encore des prérequis, et je ne sais pas si vous les avez tous atteints. J'ai un oubli, là, je ne sais plus trop. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui manque encore, quelque chose qu'il faut encore faire évoluer dans le BDF, mais la valorisation des déchets par l'incinération, il faut arrêter ça en fait. Mais c'est pas vous, mais il faut qu'on arrête de dire que en fait, les matériaux qu'on récupère sur un chantier, si on les brûle, on les valorise en fait. C'est une certaine forme quand même. Tout à l'heure, M. Madec parlait du gisement, c'est un gisement de matériaux. Donc c'est la méthode de calcul de BDF, je ne sais plus si elle est comme ça, si elle écrit ça de manière précise ou pas, mais je pense qu'il faudrait sortir de ça. C'est indépendant de vous, et sans doute que ça signifie qu'on peut encore améliorer ce taux-là. Alors j'ai attribué 12 points pour la cohérence globale et 3 points d'innovation. On voit effectivement que vous avez su maintenir en phase chantier les engagements et puis la ligne directrice qui avait été établie en conception. Donc bravo aussi d'avoir rebondi aux difficultés rencontrées en chantier. Et puis pour les points d'innovation, moi je mettrais surtout, j'ai beaucoup apprécié l'ouverture sur le quartier, la végétalisation, la désimperméabilisation de la parcelle. Je trouve que c'est des points forts de chantier qui n'ont pas été dégradés, donc bravo. Alors pour ma part, j'ai mis 12 et 3. Je suis absolument alignée avec tout ce que les membres du jury ont évoqué. Je salue la maîtrise programmatique millefeuille qui n'est pas simple sur un terrain comme celui-là, et la volonté de justement vouloir ouvrir l'établissement à d'autres événements que ça fonctionne bien. Ça, je pense que c'est vraiment important. Le côté innovation, les classes à l'extérieur, la possibilité en tout cas de les avoir, je trouve que c'est aussi pertinent. En même temps, on cherche toujours à améliorer les choses, donc je pense que ce n'est jamais fini. Et ça, je me tourne vers vous et bravo en même temps d'avoir repris, parce qu'on sait ce que c'est un chantier, et quand à un moment ça plante et que quelqu'un s'en va, on sait que tout ça peut s'arrêter très rapidement. Donc bravo en tout cas d'avoir passé ces étapes, mais ce n'est jamais fini, donc peut-être appuyer aussi certains éléments en réemploi encore. Je pense que vous aurez plein d'idées en vous baladant, en continuant à vous balader sur le chantier, donc je pense qu'il faut vraiment tenir ça jusqu'au bout. Je conclue. Bon, ben voilà, l'équipe a tout écrit. Donc on a fait la somme des points, on arrive sur un total sur la grille d'évaluation BDF de 54 points sur 85. Bravo pour ça, un total de points cohérence durable 12 sur 15, qui est vraiment le reflet des notes précises que le jury vous a données. Pour l'innovation, c'est 3 points sur 5. Et donc total point de l'opération, c'est 69 points sur 100, ce qui vous fait atteindre le niveau argent. Bravo pour ça.